et bienvenue dans cette nouvelle Crickstick, et aujourd'hui on va parler de Dune. Dune, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de romans sortis entre 1965 et 1985, écrit par Frank Herbert. Donc de quoi il est constitué? Donc nous avons un premier roman, c'est ce qui sert de base à l'adaptation au film actuel, qui est lui-même divisé en deux livres, mais on peut le retrouver en un seul exemplaire. Nous avons également un prélude à Dune et toutes les suites. C'est-à-dire que nous avons 5 suites qui n'ont, à l'heure actuelle, jamais été adaptées réellement au cinéma. En effet, Dune n'est pas son premier essai au cinéma et son tout premier projet date de 1975, un projet de film par Alejandro Jodorowsky qui n'a jamais abouti. Mais il faut savoir que à l'époque, tout le film avait été écrit, scripté, storyboardé, ainsi que de multiples designs pour les vaisseaux, etc. Et il avait fait appel à de nombreux artistes de talent qui vont notamment après faire carrière dans le cinéma Hollywood. On peut citer par exemple H.G. Giger, je sais pas comment on dit, qui est l'artiste créateur de la créature et du design d'Alien. Et donc, avant le projet Alien, il a participé aux Dunes de Jodorowsky. Projet qui donc n'a jamais abouti par manque de financement. Ça aurait été sûrement un projet colossal, un film de SF très kitsch, très pop, très coloré. Ça partait dans tous les sens, c'était vraiment un esprit créatif à fond. Et d'ailleurs, Jodorowsky l'a avoué lui-même, il ne comptait pas suivre le roman à la lettre. D'ailleurs, sa fin devait être totalement différente du roman. Donc on a loupé cette adaptation, à raison ou à tort, on ne le saura jamais. Si vous voulez en savoir plus sur ce film avorté, il y a un documentaire qui est plutôt pas mal, qui explique donc Dune de Jodorowsky, qui est trouvable, et qui explique un petit peu toute cette aventure de création. En 1984 sort véritablement le premier et seul jusqu'à ce jour film de Dune par David Lynch, alors qui a été complètement décrié à sa sortie, ça a été un fiasco total, et qui est devenu culte avec les années par son côté, il est extrêmement kitsch, il est très particulier, mais il avait l'avantage d'être au final la seule adaptation de ce cycle littéraire mythique de la hard SF. Et donc du coup il s'est frayé une place comme ça dans le cœur du public. Alors ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseillerais plutôt d'aller voir le nouveau Dune de Villeneuve plutôt que celui de Lynch. Mais si vous êtes vraiment un fanatique de cinéma et que vous voulez vraiment plonger dans les entrailles de Dune et qu'est-ce qui a été fait par le passé, ça reste quand même une expérience particulière de voir le film de Lynch, vraiment. Denis Villeneuve revient donc aujourd'hui avec son nouveau Dune. Alors, point de vue contenu dans les films, il faut savoir que le premier film de David Lynch de 1984 résumait vraiment le premier roman au complet de Dune, c'est-à-dire les 2 sous-livres de ce roman. Alors que Villeneuve a fait le choix de couper le film en 2. Il a fait donc l'intégrale du premier roman et on peut compter à peu près jusqu'à cette partie-là du livre 2. Donc il reste ça à adapter pour le second film. Ça vous paraît pas beaucoup, mais si on compare, au final, on a matière à faire un deuxième film facilement de 2 heures, sans problème. À savoir que justement, moi je pensais qu'il allait couper là, c'est-à-dire que dans le roman de Dune, on a une vraie coupure, une cassure nette avec un bond temporel d'une dizaine d'années. Et je pensais du coup qu'il avait profité de ce bond temporel pour faire la coupure du film, mais en y réfléchissant, il se passe encore beaucoup de choses entre la fin du film actuel et le moment de la cassure temporelle, donc ça aurait fait beaucoup dans un même film et ça aurait réduit d'autant plus le second film qui du coup, tout ce qui se passe après ce bond temporel, finalement, ça se résume assez court. Donc ça aurait fait très peu comme matière pour un deuxième film à lui tout seul. Je vais essayer de ne pas spoiler le contenu de ce film, pour l'instant en tout cas, et je rentrerai plus tard dans une partie spoil, et en rentrant également plus dans les détails de l'univers de Dune et ce qui n'a pas été traité dans le film, pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Donc pour l'instant, partie sans spoil. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film?
c'est compliqué tellement ce film m'a chamboulé en fait. Oui, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et oui, je vais y aller de ma petite critique dithyrambique. Il faut dire que j'adore Villeneuve. Pourtant, je n'ai pas vu tous ses films. Mais en tout cas, ses derniers films, c'est-à-dire Premier Contact et Blade Runner 2049, pour moi, sont très très haut placés dans mes préférences de films. Et Dune vient percuter là-dedans de plein fouet. Alors, je l'ai vu 2 fois en 2 jours. La première séance, j'en ai profité à fond en IMAX, et si vous avez l'occasion de le voir en IMAX, allez-y. Alors je sais que les séances d'IMAX sont plutôt chères, hein, sans réduction, c'est près de 20 €, c'est pas accessible à tout le monde. Mais franchement, Dune est un film qui est fait pour être vu sur l'écran de la plus belle et grande qualité possible, tellement il envoie du pâté. Ce qui ne veut pas dire que sur un écran de cinéma normal, c'est pas bien. Je l'ai vu aujourd'hui sur un écran de cinéma classique, mais le son est moins bon, on n'a pas la 3D, et l'écran, on a un écran standard au lieu de l'écran IMAX qui agrandit l'image en haut et en bas. Et effectivement, sur un film spectaculaire comme Dune, c'est bien de profiter de ces bandes additionnelles, vraiment. Donc effectivement, c'est là que j'ai mon principal coup de cœur, c'est sur l'effet grandiose de ce film, de ces images qui sont sublimes, tous les plans, presque tous les plans sont travaillés comme un tableau, c'est magnifique. Alors certains diront ouais, ça fait un peu pub de parfum. J'ai envie de dire oui, mais c'est artistique justement, c'est beau quoi. Moi j'aime tous ces films, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo sur Suicide Squad. Tout ce qui est plan graphique, tout ce qui est film qui prend son temps pour montrer des belles images, pour raconter calmement quelque chose et profiter du spectacle. Toute cette démarche artistique pure, moi j'adore. C'est ça qui pour moi fait le cœur du cinéma, qui est moi je veux voir ça dans les films, c'est ça que j'adore. Donc forcément, Dune m'a percuté la rétine de plein fouet. Dire autant dans ces impressions de gigantisme dans les designs des vaisseaux, dans tous ces plans où on a souvent on les voit dans les bandes annonces, hein, ces armées avec ces vaisseaux gigantesques qui eux-mêmes sont des petits points par rapport à d'autres vaisseaux d'autant plus gigantesques. La manière dont c'est filmé et la BO derrière de Hans Zimmer qui est il fait quelque chose de particulier pour une fois. C'est pas du Hans Zimmer très mélodique, très entraînant, très papa. Non, là on a vraiment plus dans la puissance, dans les notes sombres, très qui vont renforcer vraiment l'image et ce côté majestueux et puissant de cet univers. Et ça c'est extrêmement bien réalisé quoi. En fait on a tous cette impression de grandeur qui rappelle un peu au côté culte et grand de l'œuvre littéraire qui est très connue. Alors tout le monde les a pas lus. Faut dire, l'œuvre de Dune, moi j'ai pas tout lu non plus. J'ai lu donc le premier Dune et j'ai lu la première suite, le Messie de Dune. Herbert, c'est très compliqué à lire, hein. Et Dune, c'est très dense en informations. Et ça, c'est une belle prouesse qui a été faite dans ce film. C'est qu'on arrive à t'impliquer dans cet univers qui est extrêmement riche et à te rentrer dedans relativement facilement. Alors, on te gave de beaucoup d'informations. Attention, le film est extrêmement riche et il faut quand même s'accrocher un petit peu pour le néophyte total. Pour quelqu'un qui connaît l'univers, déjà, ça va, ça passe crème de ouf. Pour le néophyte, il faut s'accrocher un petit peu, mais c'est quand même très bien guidé, très bien expliqué. Très bien amené, on a toute la trame principale qui glisse, je vais pas dire toute seule, on reste dans un univers de hard SF, c'est-à-dire c'est complexe. L'univers de Dune est un peu à comparer, pas tout à fait, hein, mais vraiment, si vous voulez un point de comparatif, ce serait Game of Thrones, donc c'est-à-dire avec toutes ces luttes d'influence entre les maisons dans un grand univers, mais portées à l'échelle spatiale. Donc on a également des grandes maisons, et celle dont on entend principalement parler dans le film, c'est les Harkonnen contre les Atreides. Tout ça sous contrôle de l'empereur qui chapeaute un peu tout l'impérium, toutes les maisons. Et c'est des histoires de manigance très politiques, etc.
Je ne vais pas résumer le film, je ne vais rien en dire pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers. Je vous laisse totalement le découvrir. Je passe donc très vite à la partie spoil où je vais pouvoir un peu raconter beaucoup plus dans le détail ce qui se passe dans le film, ou en tout cas des détails sur ce qui n'est pas dans le film. Alors même si c'est une très bonne adaptation du roman, il faut savoir que finalement beaucoup de choses sont quand même laissées de côté. Le livre étant extrêmement dense et complexe, à peu près peut-être 30% du livre, et encore je dis ce chiffre plus ou moins aléatoirement, 30% du livre et des manigances et de la complexité politique est passé à la trappe. Mais j'ai envie de dire, heureusement, tu ne peux pas tout mettre dans le film, c'est tellement dense. Déjà le film là il fait 2h30, ok il prend son temps, ok il a un rythme calme. Mais moi je voulais pas d'un film speed juste pour te densifier l'information à mort, c'est déjà très bien comme ça. Donc de quoi on parle? Eh bien on parle donc des maisons principales. Atréides, Harkonnen, c'est celles qui sont au cœur de l'intrigue, c'est très bien. On parle des Bene Gesserit. Les Bene Gesserit dont fait partie Dame Jessica, la compagne de Duc Leto. Les Bene Gesserit, en fait, c'est un ordre pseudo-religieux, c'est des conseillers qui sont conseillères, hein, c'est que des femmes, qui sont présentes dans toutes les maisons et qui, mine de rien, tirent un petit peu les ficelles de la politique globale de l'Imperium dans l'ombre, et ce depuis des millénaires. En fait, elles cherchent à former des croisements de lignées au point de vue génétique entre les différentes maisons pour produire ce qu'elles appellent le Kwisatz Haderach, une sorte d'élu d'esprit suprême qui serait capable de diriger la galaxie au nom des Bene Gesserit. Et ça, c'est leur objectif ultime. Donc on a tout à fait cet ordre qui est bien représenté. On entend vaguement parler de la guilde spatiale. La guilde spatiale, tout simplement, c'est celle qui utilise l'épice, les navigateurs spatiaux, donc consomment de l'épice pour avoir des visions qui leur permettent de se diriger dans l'hyperespace, en gros, sans heurter un soleil. Voilà, c'est ce qui permet de voyager sans danger dans l'espace. Donc, les navigateurs, c'est des gros drogués à l'épice. Et donc, ils voyagent dans des espèces de gros vaisseaux cigares, des vaisseaux tubes titanesques. C'est-à-dire, déjà, on a cette impression de gigantisme avec les simples vaisseaux de transport de troupes, des maisons qui sont déjà immenses. Et ces vaisseaux immenses sont des simples points dans ce vaisseau tube de transport de la guilde spatiale. Mais on a par exemple d'autres structures de l'Imperium qui ne sont pas du tout mentionnées, par exemple la Chom. La Chom, c'est le combinat des honnêtes haubers marchands. C'est tout simplement le gros groupuscule économique de l'Imperium. C'est eux qui régulent toutes les transactions commerciales interplanétaires dans l'Imperium, dont le trafic d'épices. Mais leur rôle est relativement mineur dans le cycle de Dune, hein. Ils n'ont pas une place prépondérante. On a le Bene Tleilax. Donc les Tleilaxu, c'est un ordre encore particulier de généticiens, donc ils sont très très haut placés niveau technologie, très en avance sur tout le monde. Mais personne les aime, ils sont rejetés de tout, ils sont rejetés du Landstrad, qui est en quelque sorte l'assemblée des grandes maisons. Et eux, par contre, ils auront une importance un peu plus tard. Mais comme ils sont absents, je crois, totalement du premier roman, c'est normal qu'on n'entend pas du tout parler dans le film. Donc on entend vaguement parler aussi donc, du Landsraad, très vite. Alors le Landsraad, par contre, lui a une importance très importante. C'est donc, comme je l'ai dit, l'assemblée de toutes les grandes maisons majeures et des maisons mineures, dont font partie donc les Atréides et les Harkonnen, et qui gèrent donc la politique de l'Imperium. Et c'est là où on rejoint un peu l'esprit Game of Thrones, où en fait toutes ces maisons sont en lutte les unes contre les autres pour des histoires de puissance, de conquête de domaines, d'influence politique auprès de l'empereur. Et l'empereur lui-même fait partie d'une de ces maisons, qui est la maison Corrino. On en entend vaguement parler aussi quand l'émissaire arrive sur Caladan et qui présente le titre de l'empereur Padishah, machin, 4 de la maison Corrino. Il fait toute la liste de ses titres, et effectivement là on entend le mot Corrino, mais je crois que c'est le seul endroit. Donc l'empereur lui-même fait partie d'une maison
Donc ce qui fait qu'il pourrait tout à fait y avoir un empereur Harkonnen, un empereur Atréide, un empereur... Donc on a d'autres maisons qui sont par exemple les Vernius, qui sont des alliés des Atréides. On a les Riches qui sont des ennemis des Vernius, mais qui par contre, par exemple la grand-mère de Paul, donc la femme de Paulus, qui est le père du duc Leto, était une Riches. Donc il y a des croisements, il y a des mariages politiques comme ça qui se font entre les maisons. Et c'est pour ça que du coup Leto n'est pas marié, parce qu'il a laissé la place vacante pour une épouse pour ses jeux politiques, ce qui fait que les Atréides étaient tout le temps convoités par les autres maisons qui voulaient introduire une fille dans la maison Atréide pour des jeux politiques. Et le duc Leto a toujours refusé les invitations, a toujours laissé ses places vacantes. Ce qui fait que c'est pour ça aussi, c'est une des raisons qui fait que les Atréides se sont hissés si haut et sont si influents auprès de toutes les maisons. Mais au fond de son cœur, Leto aurait voulu épouser sa concubine Bene Gesserit, donc Dame Jessica. On a notamment une notion importante de l'histoire de Dune qui n'est pas du tout mentionnée dans le film, qui est l'histoire du djihad butlérien. Alors le djihad butlérien, c'est quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, des siècles auparavant, ou des millénaires, je ne sais plus exactement, qui est en fait une sorte de révolte des machines, des ordinateurs contre les humains. Et après cette guerre dévastatrice, les humains ont définitivement abandonné toute technologie d'ordinateur, qui a été remplacée du coup par des humains avec des capacités calculatoires exceptionnelles, qui sont les mantas. Et on en voit dans le film, donc les mantas, il y en a un en fait dans chaque maison. Donc on a le manta Harkonnen, et on a le manta des Atréides, qui est Tufir Hawat. C'est celui qui est un petit peu imposant corporellement, dans un uniforme brun, et qui a ses yeux qui passent au blanc quand il se met à réfléchir. Une espèce de calculateur de second au final, c'est un second comme un premier ministre presque, juste derrière le maître de maison. Et donc voilà, les mantas sont extrêmement importants, et ils ont de grandes capacités de réflexion, c'est pour ça qu'ils sont en première place en tant que conseillers dans les grandes maisons. Dans le rêve que fait Paul dans la tente, où il rêve de cette guerre sainte qui devrait se passer dans le futur, dans le terme employé vraiment dans le livre, c'est bel et bien djihad. Mais effectivement, pour des raisons politiques actuelles, le terme djihad n'est plus tellement bien vu, n'est-ce pas? Donc je pense que c'est volontaire que le terme djihad ne sera plus jamais employé dans les films Dune. Voilà, faut rappeler que les livres datent des années 60 à 80 ou plus tard. Donc c'est normal qu'à l'époque d'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, on bannisse un petit peu ce terme du cinéma. Alors je vais faire un gros spoil aussi, un spoil... spoil important et mineur à la fois, qui je crois normalement aurait dû apparaître dans le film, dans la scène de la tente, mais j'en suis pas sûr si c'est à ce moment-là ou plus tard dans le Sage Tabber, où on apprend qu'en fait c'est que Paul a une nouvelle vision et il voit que Dame Jessica, en fait par rapport aux Bene Gesserit, les Bene Gesserit ils piochent leurs membres auprès des grandes maisons, c'est-à-dire qu'ils prennent une fille, en général qui est la fille d'une des Bene Gesserit et d'un membre de la grande maison, et ils emmènent la fille et ils en font une nouvelle Bene Gesserit. Et Dame Jessica, on apprend qu'en fait c'est la fille d'une Harkonnen, d'un Harkonnen, et je crois, si je ne me trompe pas, c'est peut-être même la fille du baron Harkonnen, ou quelque chose comme ça, ou une nièce du baron, ou une cousine, parent très proche du baron Harkonnen. Ce qui fait qu'en fait Paul, génétiquement parlant, du point de vue Bene Gesserit, est un mélange pur Harkonnen-Atréide, ce qui fait le mélange parfait, ce qui est pourquoi il a tous ses talents et qu'il arrive à devenir le Kwisatz Haderach. Voilà.
Donc il reste encore beaucoup de choses à voir dans le deuxième film qui devrait paraître, j'espère qu'il devrait paraître si le film fait un bon box-office. Mais pour l'instant, il part plutôt bien. Je rappelle qu'il n'est pas sorti encore aux États-Unis, il sortira seulement à la fin, d'ici quelques jours. D'ici quelques jours. Si le film fait un bon score, il devrait faire la partie 2. Donc on a dans cette partie effectivement Paul et Dame Jessica qui vont arriver au Siege Tabor, là où ils se rendent à la fin du film. Il va encore se passer beaucoup de choses dans ce Siege, il va s'y passer encore quelques semaines, voire quelques mois. Puis il va y avoir le bond temporel qui va nous amener une dizaine d'années plus tard avec l'ultime confrontation. Pour ceux qui ont vu déjà le film de Lynch de 1984, vous savez où ça mène. Bon, je ne vais rien dire de plus pour pas spoiler pour ceux qui n'en ont pas vu du tout. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce film? Je dois dire qu'à plusieurs moments, il m'a foutu des frissons. J'ai même eu les larmes qui me sont montées aux yeux, tant cette adaptation à l'écran m'a porté, oh là là, j'ai trouvé ça tellement incroyable, tellement... C'est un tellement bel hommage, je trouve, pour ce cycle de Dune par rapport au film de Lynch. Je veux dire, il va y avoir toujours les adorateurs du film de Lynch qui a pourtant été détesté à l'époque. Il y en a qui vont dire « Ah mais oui, mais Lynch, il avait une patte, c'était une œuvre artistique à part entière. » Ah oui, c'est totalement lynchien, mais la vache, quoi, c'est kitsch à mort, c'est... Avec les effets spéciaux de l'époque, c'est même pas qu'une question d'effets spéciaux, mais tout est mal fait dans les rapports au pouvoir, aux capacités de Paul, qui sont très très mal retranscrites dans le film de Lynch, alors que là, c'est beaucoup mieux, tout est mieux retranscrit, tout est mieux fait, tous les designs sont beaux, les vaisseaux, les ornithoptères qui sont extrêmement fidèles au livre, enfin ces vaisseaux qui ressemblent à des libellules, ils sont superbes, c'est génial. Voilà, à plusieurs moments, j'ai des plans qui me font monter les larmes tellement j'ai envie de dire merci. Merci Villeneuve de nous faire ça, merci de nous proposer enfin un Dune digne de ce nom, de faire enfin entrer cette saga mythique de Hard SF sur le grand écran d'une façon si majestueuse. Et je veux la suite, je veux un numéro 2, je veux un numéro 3, 4, 5, 6, 7 pour faire tout le cycle s'il faut, mais vas-y quoi, vas-y, fais-le-moi, je prends, si au fur et à mesure tu peux nous déballer aussi intelligemment toute la complexité de l'univers de Dune sans nous perdre en nous dévoilant petit à petit au fur et à mesure. Je veux dire, par exemple, l'univers d'Harry Potter, si tu le prends dans sa finalité, à la fin du cycle, il est extrêmement complexe, il y a plein de pouvoirs, il y a plein d'animaux, de sorts, de trucs, et pourtant, tout au long du cycle, on en apprend petit à petit, ce qui fait la complexité du truc. Bon, Dune est relativement complexe dès le départ, hein. Dès le premier roman, on t'en envoie, vas-y, bourre-toi tout ça là. Mais tout n'est pas utile, ça peut aller. Et j'ai même pas lu la suite, je veux dire, si ça se complexifie encore par la suite du cycle de Dune, je veux dire, je sais pas jusqu'où ça va, quoi. Et si Villeneuve arrive dans les prochains films, j'espère qu'il y en aura des prochains, à faire aussi brillamment cette introduction à cet univers, je dis banco, vas-y, fais-nous régaler, quoi. Voilà, donc je n'ai pas d'attente au-delà de ce que j'ai déjà eu là. Pour moi, c'est parfait. Je ne peux pas dire mieux. Donc forcément, vous vous doutez, la note que je vais lui donner, je vais lui donner la note maximale. Voilà, gros coup de cœur pour moi. C'est encore un Villeneuve méga coup de cœur. Comme j'ai déjà eu un coup de cœur pour Blade Runner 2049, comme j'ai eu un coup de cœur aussi pour Premier Contact. Alors je sais qu'il ne fera pas l'unanimité, et je peux le comprendre, tout le monde n'aime pas le style de Villeneuve, tout le monde n'a pas envie de voir une pub L'Oréal pendant 2h30, tout le monde n'a pas envie d'avoir ce rythme lent
encore, je trouve pas aussi lent que Blade Runner 2049. Je trouve qu'il a des scènes extrêmement intenses. Je veux dire, la moitié de film, le milieu de film, et ça envoie du lourd visuellement. C'est le climax à fond du film, hein, le milieu. Donc en fait, c'est un film en cloche. Donc on a une montée douce, on a le climax au milieu de film qui en envoie plein la gueule, et une redescente. Mais on peut pas reprocher le scénario. Le scénario, c'est le livre. Si tu reproches le scénario, tu reproches le livre. Il a fait une coupure, je trouve, à un endroit approprié. Il pouvait pas... Ouais, il pouvait peut-être le faire un petit peu avant. Ouais, peut-être le... Après, non. Après, non, parce qu'une fois arrivé là où ils vont, il se passe beaucoup trop de choses encore pour couper après. Donc là, la coupure pour moi est très bien là où elle est. Donc voilà, je vais arrêter là. Merci Villeneuve. Et si vous voulez profiter de ce film, profitez-le sur le meilleur écran possible si vous avez les moyens. Vraiment. Allez, ce sera tout pour ce film. J'ai déjà assez dit, toujours, je vais me répéter. Donc voilà. Allez, à la prochaine fois.